sociétés secrètes du XIXe siècle, les Carbonari. La période de l'histoire de France, qui s'étend de 1815 à 1848, est sur le plan intérieur une des plus troublées. Avec la misère du prolétariat, les revendications prennent un autre ton. Elles appellent à la lutte des classes. Pourtant, ce n'est pas de ce côté-là que les monarques comme Louis XVIII semblent avoir le plus d'inquiétude. Ils suivent plutôt, avec leur police, les mouvements souterrains provoqués par les sociétés secrètes qui se multiplient. Les comploteurs, les conspirateurs, les terroristes, dirions-nous aujourd'hui, fleurissent sous le pavé. Parmi toutes ces confréries, l'une d'elles est très active. C'est la société secrète des charbonniers, qui a son homologue en Italie, les Carbonari. Depuis des temps très anciens, les forêts étaient le cadre de nombreuses activités. Coupe des arbres, confection de fagots, préparation des échalas pour les vignes, travail du bois pour la fabrication d'objets usuels. Les hôtes de ces bois étaient les bûcherons, les charbonniers, les fendeurs, les boisseliers, tous vivant sur place dans la forêt, tous vivant de cueillette et de braconnage, qu'ils ne considéraient pas comme un vol. Ces gens faisaient des travaux pénibles, salissants, mais ils étaient mis à l'écart de la société. On en avait peur dans les campagnes. Le charbonnier, c'était l'homme dont il fallait se méfier, car sous son masque noir, allait savoir ce qui se cachait. Et les histoires de charbonniers couraient. Il était arrivé un matin comme ça, le visage noirci, le chapeau cabossé, crotté, avec sa hache sur l'épaule. Il avait dit « Je suis charbonnier. Y a-t-il du travail par ici ?» Non, il n'y en avait pas. Mais comme il avait une tête honnête, on lui avait indiqué la grange pour dormir et on lui avait donné une tranche de pain et du lard. Alors il était resté. Il était calme. Il rendait des services à droite et à gauche. C'était le charbonnier, quoi. Il aimait bien les enfants, il jouait avec eux, il leur apprenait des tours de charbonnier. Oh, il y en avait bien qui disaient qu'il se cachait parce qu'il était recherché par la police, mais dans l'ensemble, les gens l'avaient adopté. C'était un brave homme. Et il resta là, longtemps. Il ne vieillissait pas. Les gens vieillissaient, mouraient, lui ne bougeait pas. Les curés arrivaient, repartaient, et lui était toujours là. Un jour, on annonça l'arrivée d'un jeune curé, un curé savant, qui apportait beaucoup de livres. Le premier jour, il dit aux habitants « Je dirai la messe le dimanche, mais la messe dite « Ne venez pas me déranger à la cure ». J'ai des travaux très importants à faire. Le Saint-Père à Rome aura peut-être besoin de moi bientôt. » Le Saint-Père ? Mais que fait-il donc, ce curé ? Il écrit le Nouvel Évangile ? Et puis, un dimanche, le charbonnier est venu à l'église. Il s'est mis au fond, silencieux, presque invisible, et il a écouté.
Le prêtre sortit de la sacristie, suivi des deux garçons à robe rouge et à surplis blanc. Il s'avança dans l'allée, aspergeant l'assistance d'un balancement de sa main droite, et il monta à l'autel. C'est alors que le charbonnier se pencha sur l'épaule d'un vieux qui était à côté de lui. « Est-ce que tu vois ceux qui l'accompagnent ?»« Eh ben, mais enfin, c'est les servants, les enfants de cœur. »« Non, les autres. » Mais quels autres ? » C'est bien ce que je pensais. Tu peux pas les voir. Oh, mais tu déraisonnes, charbonnier. L'assistance se mit à genoux. Le prêtre prononçait des paroles à voix basse. Penché sur l'autel, il bénissait l'hostie, se redressait, levait les bras, quand soudain... Mais tais-toi, mais tais-toi. Mais tu vois pas que c'est l'élévation? Quand la messe fut finie, le prêtre s'approcha du charbonnier. C'est vous qui venez troubler le saint sacrifice de la messe? Non, non, c'est pas moi. C'est vous. Votre conduite est inqualifiable. J'ai vu une des femmes pendant l'office. Et moi, je vais vous dire ce que j'ai vu. Écoutez tous. Quand le curé est sorti de la sacristie, il était suivi d'un homme grand, maigre, habillé d'un pourpoint vert, des chausses noires, et ses sabots de bouc étaient cachés dans des souliers rouges. Et deux petits diables le suivaient. C'est un faux. Je suis fou? Attends. J'ai vu de la tête de notre curé sortir une calotte rouge. Une calotte d'évêque. Elle grossissait, elle montait au-dessus de sa tête. Et puis, a jailli un bateau qui se recourbait, une crosse d'évêque. Et quand le curé parlait, le diable derrière faisait des grimaces. Et il disait, le diable, « Tu seras bientôt évêque, cardinal, pape. Tu as déjà la mitre sur la tête. » Toi, tu rompais le pain de Jésus, mais tu ne pensais qu'à ça. Et les diablotins dansaient, et l'autre faisait des grimaces. Il a même relevé son pourpoint, il a baissé ses chausses, et il a montré son cul de bouc. Alors, ça a été plus fort que moi. J'ai ri. Non, j'ai crié. Vous avez pris ça pour un rire, mais j'ai crié. Le diable est là. Cet homme est fou. Fou. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces deux petites cornes là, par terre? Je vais te le dire. Quand tu as élevé l'hostie sur la croix, Jésus a été plus fort que lui. Alors les diablotins ont foutu le camp par le clocher. L'autre a voulu fuir aussi, mais il a accroché ses cordes à la tribune et il les a cassées. Les voilà. Alors, le malheureux curé, ruisselant de sueur, tomba à genoux et s'étendit de tout son long devant l'autel comme le jour de son ordination. Et les habitants quittèrent l'église prestement. Quant au charbonnier, on ne l'a jamais plus revu. Il a sans doute regagné ses bois. Jusqu'au XIXe siècle, il existait des centaines d'histoires sur les charbonniers que l'on racontait à la veillée dans les campagnes. Mais c'est après la chute de l'Empire qu'on entend parler sérieusement des charbonniers ou des carbonari en tant que société secrète. Qui sont-ils exactement, Michel Boutry ? En fait, on est aujourd'hui à peu près certain
que cette organisation secrète à but politique a été créée sur le modèle de sociétés secrètes de type populaire qui existaient en particulier en Franche-Comté et en Bourgogne dans le cours des XVIIe ou XVIIIe siècles. Le peuple des forêts était un peuple extrêmement autonome par rapport au reste de la population rurale. Les forêts n'étaient pas du tout des déserts sous l'Ancien Régime, mais elles étaient extrêmement peuplées. En effet, l'industrie du charbon de bois était une industrie fondamentale pour le chauffage, et jusqu'au milieu du XIXe siècle, lorsque le charbon minéral a remplacé le charbon de bois. Il y avait donc dans les forêts une exploitation intense, permanente de ce charbon de bois par des hommes qu'on appelait justement les charbonniers. Ces charbonniers vivaient en bande, en général migrantes, avec femmes et enfants, dans la forêt, généralement dans des campements ou dans des grottes. Et ils constituaient une population qui n'avait une réputation relativement difficile dans le peuple des campagnes. Les charbonniers, c'est un peu comme les bergers. On leur prête des sentiments, des actions très particulières, très noires en effet. Et ces charbonniers se sont organisés très précocement, semble-t-il, en sorte de société de métier, avec leur code particulier, avec leur langage particulier. Ces charbonniers forment donc des sociétés à demi publiques, à demi secrètes. Elles ne sont pas dissimulées, qu'on appelle Santo les bons cousins, tantôt les vrais amis, et d'autres noms de ce type, le plus répandu étant les bons cousins charbonniers, qui ont leur rite. En particulier, ce qui frappe les autorités quand elles commencent à s'intéresser à ces sociétés, c'est l'initiation et le secret. En effet, on repère, par des sources qu'on qualifierait aujourd'hui de folkloriques, tout un ensemble de rites assez sommaires, souvent d'inspiration religieuse, mais qui ne sont pas de contenu religieux, avec des serments en particulier, de respecter le secret, et également des rituels qui se rapprochent de rituels de la passion, des mystères de la passion, sauf qu'ici, le charbonnier est appelé à se sacrifier pour la société des bons cousins. Il y a une certaine similitude entre les loges maçonniques et ce qu'on appelle les ventes des charbonniers. Pourquoi les ventes, Gilles Pécou ? Les ventes, dans le vocabulaire des eaux et forêts, cela désigne une parcelle de bois. On trouve dans l'Itré une occurrence à vente qui donne le sens que je viens d'évoquer et qui fait même très clairement référence à l'époque, donc à la fin du XIXe siècle, au sens des charbonniers. Mais au tout début du XIXe siècle, c'est d'abord en Italie que se produisent les mouvements les plus importants des Carbonari. Là, il y a eu des mouvements importants de Carbonari. Il y a une ville dont on disait qu'elle comptait 2500 Carbonari. On insiste sur le relatif effet de masse là-bas. Et on insiste aussi sur le fait que dès qu'il y a un mouvement qui relève du grand mouvement risorgimental, d'éveil de la nationalité, de combat patriotique, jusqu'au début des années 1830, les Carbonari sont au cœur de l'action. Cela a donné lieu à des mouvements insurrectionnels et révolutionnaires qui ont été réprimés, certes, mais qui ont eu des effets importants. L'un des effets les plus importants étant de diffuser, de populariser dans les classes moyennes tous les thèmes du constitutionnalisme libéral, de la révolution de Cadix, de la constitution de Cadix de 1812, par exemple. Enfin, dernier élément sur lequel je voudrais dire un mot à propos, non pas simplement de l'Italie ou de la France, mais des deux. L'action politique même secrète et clandestine, dans le premier 19e siècle, et les Carbonari l'illustrent parfaitement, c'est une action politique qui, même quand elle se fait pour l'État-nation, est une action internationale.
Les gens ont besoin de circuler, doivent circuler par nécessité à cause de la répression, de la censure. Or, une grande partie des Italiens qui sont en France à la fin des années 1820, au début des années 1830, sont des Carbonari, des proscrits, des exilés qui ont dû... Alors, vous voyez que ça amorce là vraiment un vrai mouvement de va-et-vient. Les ventes des bons cousins en France ne sont pas de vastes organisations. Chaque vente compte 20 ou 30 membres, pas plus. D'ailleurs, il y a dans le code pénal un certain article 291 qui interdit toute réunion de plus de 20 personnes sans autorisation préalable. Alors, comment se fait le recrutement de ces charbonniers ? Ce ne sont pas obligatoirement des membres dont la profession concerne les forêts ou le bois. Le candidat bon cousin doit d'abord posséder certaines qualités pour pouvoir être agréé. Sont exclus les femmes, les domestiques, les faillis, les anciens condamnés et les marginaux de tout poil, c'est-à-dire les ivrognes, les sans-domicile, les sans-travail même. Le futur bon cousin doit professer la religion catholique, donc sont exclus les protestants et les juifs. Le candidat qu'on appelle le guêpier doit être d'excellente moralité. Les premières prises de contact se font en général sous forme de conversation. Alors, monsieur, quelles nouvelles ? Des nouvelles d'Espagne. Tout va bien pour le bon parti. Le libéralisme en Espagne, comme en France, gagne du terrain. Vous prétendez qu'un parti puissant existe en France pour proclamer la République ? J'en suis certain. Grâce à mon négoce, je suis commis voyageur, je suis en relation avec des Français de toutes les classes. Et partout, j'ai trouvé des sentiments républicains. Et si les Bourbons venaient à être renversés, le parti ultralibéral l'emportera sur tous les autres. La République ne nous a pas fait le bien qu'elle nous promettait. Je n'ose prévoir celui qu'elle pourrait nous faire à présent. Mais je voudrais voir couler le sang de nos ennemis jusqu'à la dernière goutte. Guerre aux ennemis de la France. Et vous, monsieur, quel souhait formez-vous ? Je voudrais que tous les hommes vécussent ensemble comme des frères. Ah, voilà un philanthrope, un philosophe du siècle dernier. Non, monsieur. Non, monsieur, je ne crois pas. Le plus libéral de tous les philosophes était Jean-Jacques Rousseau. Et il a dit qu'il n'y a pas de république possible sans esclaves. Donc, vous n'êtes pas républicain à la manière de Rousseau ? Non, monsieur. Ni de Robespierre ? Non, monsieur. Alors, à la manière de Lafayette ? Celle des gens sages, des ennemis de l'anarchie. Une révolution sans proscription, sans échafaud. Une révolution dont nous sommes loin aujourd'hui. Et cependant, on conspire. On conspire ? Qui conspire ? Vous conspirez, vous, monsieur ? Personne ne conspire ici, que je sache. Si, moi je conspire. Ah, vous ? Comment ? Avec qui ? Contre qui ? Tout seul. Dans le secret de mes pensées, en rêvant, en pleurant parfois. Je conspire contre tout le mal qui existe et dans le but de tout changer. Ah, que voilà une bonne parole. Voulez-vous être de notre parti ? J'en suis déjà, monsieur. C'est une sorte de cooptation, donc vous avez des noyaux existants qui agrègent des individus. Ces individus sont recrutés selon des critères assez stricts.
On exige d'eux d'abord une bonne moralité, une sorte d'enquête de moralité. On exige d'eux quelques garanties de type politique, mais aussi de type social. Le carbonariste restera de recrutement essentiellement bourgeois. Dans toute la période bourgeois et militaire, on y trouve quelques étudiants aussi, car il y a un aspect de génération. Les étudiants étant plus nombreux d'ailleurs en France qu'en Italie, parmi les carbonari. Et puis, on les recrute sur la base d'une initiation dont le rituel en Italie demeure tout à fait empreint de signes religieux, alors que signe des temps, dans la France beaucoup plus déchristianisée, ce rituel de base religieuse, mais non pas de contenu religieux, soyons clairs, disparaît plus ou moins. Alors, ce rituel italien, qu'est-ce qu'il comporte ? Il comporte une sorte d'initiation mystérieuse avec une sorte de passage par la souffrance, par le sacrifice, par la mort et la renaissance qui symbolise le sacrifice que doit consentir le Carbonaro jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Il concerne des serments terribles de conserver le secret sous peine de mort, et il y aura en Italie des assassinats de Carbonari par d'autres Carbonari, soit pour avoir trahi, soit pour avoir menacé de trahir, ou avoir été soupçonné de trahison. Il y a un film tout à fait extraordinaire qui a été fait par les frères Taviani il y a une vingtaine d'années, Allons enfants, où on voit le malheureux Mastroianni qui voudrait bien quitter les Carbonari, et que ses compagnons obligent à chaque fois à relancer la machine conspiratrice. Cela finit très mal. Et puis, il y a aussi le culte du secret, avec des assemblées nocturnes, elles aussi ritualisées. La spécificité française, ce sera d'alléger très considérablement le rituel d'inspiration religieuse du carbonarisme italien. On est plus dans le cas d'une conspiration politique de type classique avec la France. On dit, Michel Boudry, que parmi les membres de ces sociétés secrètes, il y avait beaucoup de militaires, aussi bien en France qu'en Italie. On compte à peu près entre un tiers, 40% de militaires dans les rangs des Carbonari. Pourquoi ? D'abord parce que la grande armée napoléonienne comprend un très grand nombre d'étrangers. Dans la campagne de Russie, par exemple, les Français ne constituent que la moitié des troupes, et les Italiens constituent un quart des troupes de Napoléon. Parmi ces Italiens, certains sont directement sujets de l'empereur, rattachés à l'Empire, d'autres sont sujets du royaume d'Italie, qui est lié à l'Empire, puisque l'empereur est roi d'Italie, et d'autres sont sujets du roi Murat, c'est-à-dire de ce nouveau royaume de Naples, lui aussi allié à l'Empire français. Et ces soldats, et surtout ces officiers, car c'est plutôt au niveau des officiers que se passe le recrutement des Carbonari, appartiennent généralement à des milieux de la bourgeoisie, cultivés, relativement aisés, et mus par un très grand patriotisme. Ce patriotisme, ils le réalisent d'une certaine manière à travers l'épopée napoléonienne, mais ils sont insatisfaits aussi de ne pas accéder au commandement, de ne pas accéder aux responsabilités politiques directes, puisque les Français gardent la mainmise sur le gouvernement. On voit donc qu'à partir de 1811, 1812, 1813, ces sociétés se multiplier sur la base de noyaux qui sont souvent des noyaux d'officiers, et que rejoignent ce qu'on appelle en Italie le ceto medio, c'est-à-dire les classes moyennes, quelques nobles, pas beaucoup, mais beaucoup d'avocats, beaucoup d'hommes de loi, beaucoup de propriétaires et beaucoup de militaires. Mais justement, qu'est-ce qui distingue les Carbonari français, enfin la charbonnerie française, des Carbonari italiens ?
Plusieurs choses. D'abord, la chronologie. L'âge d'or des Carbonari italiens, ce seront les révolutions de 1820-1821. La charbonnerie française, à son apogée, est un peu plus tardive, dans les années 1821-1823. Il y a donc une réexportation, et c'est un des problèmes historiques, de savoir comment on revient en France à partir de l'Italie du Sud, même si cette question se résout relativement facilement. Alors comment le mouvement revient-il? En fait, avec l'échec des révolutions italiennes de 1820-1821, particulièrement à Naples et à Turin, un certain nombre d'exilés politiques italiens regagnent la France. Parmi eux, il y a une figure très importante qui est celle de Buonarroti, mais il y en a d'autres. Et ce sont ces conspirateurs italiens qui, en quelque sorte, influencent des opposants français qui n'avaient pas attendu 1820-21 pour se manifester, mais qui reprennent à leur compte, parce qu'il a en partie réussi, le modèle italien du carbonarisme. On a donc, par un certain nombre d'individus, et aussi par l'actualité, c'est-à-dire par les nouvelles d'Italie, une radicalisation du modèle de la société secrète en France sur le modèle italien. On trouve donc au début du XIXe siècle les charbonniers en France et les Carbonari en Italie. Mais que sont exactement ces sociétés secrètes, Gilles Pécou? De simples sociétés de compagnonnage, d'initiation, pédagogique, ou des sociétés fortement politisées? C'est un peu tout cela, c'est-à-dire c'est une société clandestine, une société secrète plutôt, qui devient clandestine dans la mesure où les pouvoirs publics ensuite l'interdiront. C'est une société secrète qui renvoie ou qui relève à la fois de tout ce qui est rite d'éducation, avec des idéaux de pédagogie populaire en même temps, mais en même temps rite d'initiation. Il y a éducation et il y a initiation entre soi, et dont liées en même temps toute une série de formes d'apprentissage qui sont en effet très clairement issues des modèles médiévaux dont vous parlez. Mais je crois que si on veut dépasser ça et que l'on veut se demander comment on passe de ce substrat à la charbonnerie elle-même, comme mouvement qui est quand même un mouvement structuré, assez structuré. Si l'on veut franchir l'étape, franchir le seuil, on s'aperçoit qu'il y a quand même une donnée supplémentaire extrêmement importante, c'est l'armée. Il n'y a pas de charbonnerie sans armée. Enfin, troisième chose, c'est un projet politique. On passe quand même de la pédagogie au projet politique, de la pédagogie individuelle, de l'initiation de métier, à un vrai projet politique. Les années qui ont suivi la Révolution de 89 ont été pour beaucoup de gens très décevantes. On attendait la liberté pour tous, l'égalité, le progrès social, mais la Révolution a piétiné, s'est empêtrée. Il a fallu appeler l'homme fort, sans s'apercevoir que déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. L'Empire est passé, et voici la Restauration qui nous fait revenir en arrière. Alors, ce qu'on ne peut plus faire ensemble au grand jour, eh bien on va le faire dans l'ombre, caché, par petits groupes. On va discuter, on va refaire le monde, on va conspirer. C'est un mouvement bien ciblé dans le temps, une période relativement courte. En réalité, les Carbonari, c'est pour l'Italie où le mouvement est plus ample et a duré plus longtemps. Cela commence à la fin de la première décennie du XIXe siècle, vers 1807-1808, jusqu'au début des années 1830. Et pour la France, c'est une petite décennie. La pleine activité, le plein dynamisme des Carbonari, c'est des années 1820, de 1821 à 1830.
Or ensuite, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit c'est le produit d'un environnement, d'une époque, mais cette époque, elle ne change pas subitement comme cela, avec la monarchie de Juillet en France, avec l'acheminement vers les mouvements de 1848 en Italie. Ce qui se passe tout de même, les progressistes, les radicaux, les libéraux ont envie d'utiliser d'autres moyens d'action politique. On peut comprendre ce besoin du secret, ne serait-ce que par précaution. Mais pourquoi ce besoin de rituel, de cérémonie initiatique? Était-ce bien nécessaire pour un mouvement qui se voulait politique? Ça répond à une nécessité? Parce que ça ne garantit pas la loyauté. Ça ne garantit pas la loyauté, sauf que c'est quand même une garantie du sceau du secret. Plus les choses sont compliquées, mystérieuses, moins il est... voilà. Du reste, si l'on se rappelle les quelques obligations des charbonniers, des carbonari français, elles étaient peu nombreuses en réalité. La première des trois grandes obligations des carbonari français, c'était de garder le secret sur les lieux, la formation de leur vente, c'est-à-dire de leur association, de leur structure. La deuxième, c'était d'avoir toujours assez de cartouches pour charger leur fusil, 25 dit la légende. Et puis la troisième, c'était d'avoir toujours assez d'argent pour payer son obol, le franc mensuel. Qu'est-ce que c'est que ce franc mensuel? La cotisation, qui prouve d'ailleurs qu'on s'achemine vers une forme de sociabilité, de vie associative, plus moderne qu'il n'y paraît de prime abord. En tout cas, vrai ou faux, ce franc avait retenu l'attention de Pierre Larousse au XIXe siècle, l'auteur du Grand Dictionnaire universel, le pédagogue du XIXe siècle, par excellence, le progressiste, le libéral, athée qui n'aimait pas les superstitions par ailleurs, fait peu de cas de tout ce qui est marque ésotérique. Il a envie très tôt, il écrit dans les années 1860, le dictionnaire, il a envie très tôt de toiletter la charbonnerie, parce qu'il y voit quelque chose de positif. Et s'il y voit quelque chose de positif, c'est qu'il y voit tout simplement l'héritage de la Révolution française et l'étape vers une forme de libéralisme, radicalisme, voire même pour lui de républicanisme. Sur cet aspect, on pourra revenir. Donc, l'ésotérisme ou le rituel, qui a pourtant existé, qui a été évidemment très important, n'est pas l'élément le plus valorisé par la tradition républicaine qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a eu envie de récupérer une partie de cet héritage. La cérémonie se déroule dans une grande cabane de la forêt de X. La vente de ce soir est consacrée à la réception d'un guêpier, un apprenti. Chaque bon cousin est porteur d'une hache. Le tablier décoré de 3 rubans, un bleu, un rouge et un noir. Le bleu représente la fumée, le rouge le feu, le noir le charbon. Le chef de vente se tient debout derrière l'écho, c'est-à-dire un tronc d'arbre. Les ordons, c'est-à-dire les autres membres, forment une ligne. Les abrivants secondent le chef de vente. Le guêpier est introduit et s'avance pour son passage. Il s'arrête devant l'échantillon, qui est une petite croix formée de 2 morceaux de bois dont l'un est marqué de 3 entailles. Parmi les objets rituels bien en vue, un crucifix, une couronne d'épines et la Bible. Le guêpier tend la main. Je jure de conserver le secret sur tout ce qui est dit, vu et fait dans la vente qui me reçoit. Je fais le serment de porter secours aux bons cousins qui se trouveraient dans le besoin. Bien.
Tu vas maintenant entrer dans ton noviciat. Pour cela, tu devras satisfaire à un certain nombre d'épreuves dont les arrivants vont te donner lecture. Dans quelque temps, tu subiras le second passage de purification. Tu vas être conduit dans la forêt, les yeux bandés. Puis tu reviendras ici pour boire le calice d'amertume. Connais-tu la passion du Christ? Je la connais. Combien de fois tomba-t-il sur le chemin de son calvaire? Il tomba, il se releva. La cérémonie durera une partie de la nuit. La complexité de l'organisation, la hiérarchie, le morcelage territorial de ces sociétés secrètes, tout cela ne complique-t-il pas la bonne marche du mouvement? L'information, la circulation, la synchronisation des opérations? Non, parce que il me semble que non, parce que c'est une façon tout simplement de donner au territoire sa réalité, enfin de véritablement établir une sorte de maillage qui épouse d'une certaine façon le maillage administratif. Et puis, une hiérarchie territoriale, c'est encore plus facile finalement à maîtriser. Mais à synchroniser dans l'action, quoi, j'entends. Synchroniser dans l'action, est-ce que ça signifie que l'on pense, que l'on songe déjà en termes de révolution, de nouvelles révolutions territoriales? Ça, à chaque fois que les Carbonari en France se sont risqués à songer à synchroniser des opérations, c'est vrai que ça n'a pas très bien tourné. Hein. Je pense à la conspiration de Belfort en décembre 1821. Que s'est-il donc passé en décembre 1821 à Belfort? Eh bien, les officiers charbonniers qui ont noyauté l'armée pensent qu'ils sont prêts à provoquer une agitation dans la région. Ils en sont tellement sûrs que le secret devient le secret de Polichinelle. Mon colonel, j'ai une information très importante à vous communiquer. Je vous écoute. Les Carbonari sont à présent assez nombreux dans l'armée. Oui, cela n'est pas nouveau. Non, mais leur agitation se manifeste de plus en plus. Croyez-vous? Oui, mon colonel. Un de mes hommes, qui fait partie d'une cellule de conspirateurs et qui est persuadé que je suis des leurs, est venu me dire qu'ils étaient prêts et qu'ils n'attendaient que mon signal. Un homme est venu vous dire cela? Un sergent des plus sérieux. Un mouvement se prépare dans toutes les garnisons de l'Est. Intéressant. Vous avez les listes? Oui, il m'a tout confié. Les voici. Parfait. Demain matin, ces hommes seront en prison. Et l'Église? Comment réagit-elle, l'Église? Les autorités ecclésiastiques, qui sont très sensibles à cette époque, elles ont l'impression d'une sorte de perversion de ce que pouvait être le vœu dans les ordres religieux. Et on a deux textes pontificaux de Pie VII en 1821 et de Léon XII en 1826 qui condamnent très fortement non seulement les Carbonari pour des raisons politiques, ils essayent de faire avancer la révolution dans les états du pape, mais aussi pour des raisons religieuses. Ils n'ont pas le droit, dit le pape, de prêter serment sur Dieu ou sur la Bible même parfois. Ils n'ont pas le droit de faire serment, de tuer l'un d'entre eux s'ils venaient à trahir un secret. Il y a une sorte de contre-offensive de la papauté contre cette sorte d'emprunt du vocabulaire religieux et du rituel religieux par le carbonarisme. Toutes ces anecdotes s'inscrivent dans un mouvement général. L'armée bouge, mais tous ces mouvements semblent voués à l'échec, ou n'ont pas de suite. Certains même ont des fins tragiques. À La Rochelle, une agitation orchestrée par les Carbonari se prépare. Mais l'affaire est éventée et 4 jeunes sergents, apprentis conspirateurs, sont pris et exécutés pour l'exemple. Avaient-ils véritablement conspiré? Leur histoire, en tout cas, alimente la légende. Le romantisme est passé par là.
à Marans, à 2 lieues de La Rochelle, une jeune fille toute fraîche, toute belle, bien honnête, qui était servante chez un vieil homme sans histoire. Le dimanche, les soldats en garnison à La Rochelle venaient à Marans se divertir, et la jeune Françoise, avec ses 18 ans et son franc-parler, n'échappa pas aux yeux des militaires. Elle attira surtout l'attention d'un sergent nommé Marius Roux. Tout cela serait resté très joli, on se donnait des rendez-vous devant tout le monde, on s'aimait, on se le disait. Marius présenta Françoise à ses 3 amis, sergents comme lui, au 45e de ligne. Ils s'appelaient Bory, Goubin et Pommier. Un jour, Marius ne revint pas à Marans. Aucun des autres sergents ne revint d'ailleurs. Alors, Françoise partit pour La Rochelle, et elle apprit que ses amis avaient conspiré, qu'ils étaient emprisonnés et qu'ils allaient être transférés à Paris pour y être jugés. Alors, elle revint à Marans, fit un paquet de ses hardes, et à pied, à petite journée, elle partit pour Paris. Elle arriva, l'âme déchirée. On lui apprit que les 4 sergents étaient enfermés à la prison de l'abbaye. Tous les jours, elle venait s'asseoir à la porte de la prison, suppliant les geôliers et les gardes. Le 21 août, on amena les prisonniers à la prison de la Force. Le procès dura 14 jours. Et le 5 septembre, les 4 sergents de La Rochelle furent condamnés à mort. Du 5 au 21 septembre, chaque jour, au guichet des Tuileries, on vit Françoise épiant la sortie du roi, prête à se jeter sous les pieds des chevaux pour demander la grâce de son fiancé. Mais la restauration allait vite en besogne. Le 22, les 4 sergents montèrent dans la charrette au milieu d'une foule prête à se révolter. Françoise, affaiblie, mourante, se traîna jusqu'au lieu du supplice. La foule en pleurs jetait des fleurs aux condamnés. Alors, avant de monter à l'échafaud, Marius vit sa fiancée. Il ramassa un bouquet et le lui jeta en criant « Garde-le, en souvenir de moi ». Ans plus tard, on voyait encore dans les rues de Paris une petite vieille entièrement courbée qui marchait appuyée sur un bâton. Elle ne mendiait pas. Elle portait à son fichu un bouquet de fleurs séchées. On ignorait pourquoi. On l'appelait la femme au bouquet. À cette époque, quelle était l'attitude de la société vis-à-vis de ces mouvements de conspirateurs? Le carbonarisme pose le problème de la violence politique et pose un second problème qui est celui de la clandestinité à travers le secret. Or, la société française du XIXe siècle est en train d'expérimenter pour la première fois le parlementarisme. La Restauration, on l'oublie trop souvent, c'est un régime parlementaire
Et ce n'est plus une dictature, même si la liberté politique est relativement réduite. Alors justement, cette espèce d'ouverture qui s'effectue à ce moment-là ne justifie pas du tout l'émergence de ces mouvements, au contraire. C'est le problème historique de cette violence politique. Non, il n'y a pas de contradiction à leurs yeux parce qu'ils ne reconnaissent pas la légalité du régime né de la Restauration. Pour eux, et il y a beaucoup de militaires parmi les Carbonari, Louis XVIII, c'est l'homme qui est arrivé, selon l'expression du temps, dans les fourgons de l'étranger. Il n'a aucune légitimité. Mais d'autre part, les Carbonari sont des adeptes de la voie révolutionnaire et de la voie violente. Et de ce point de vue-là, leur position politique est extrêmement délicate dans la France du XIXe siècle, car une grande majorité des notables est satisfaite du régime parlementaire, est satisfaite d'avoir retrouvé des voies légales, n'a aucune nostalgie des aspects les plus dictatoriaux de l'Empire. Et ce n'est pas par hasard si l'on compte parmi les Carbonari beaucoup de bonapartistes qui voudraient une solution de type militaire, qui rêvent encore du régime napoléonien, et beaucoup de républicains qui, eux, ont la nostalgie du gouvernement révolutionnaire, de la dictature révolutionnaire, autrement dit, de la terreur. Et puis, il y a l'aspect émotif, qui est très important. La Révolution est un moment éminemment passionnel, et c'est aussi l'aube du romantisme. Et il y a une part de romantisme politique chez les Carbonari. Le cas des sergents de La Rochelle est tout à fait typique. C'est le sacrifice de jeunes gens pour la cause, et on va beaucoup pleurer sur les sergents de La Rochelle. On a des scènes tout à fait pathétiques de femmes qui font baigner leur mouchoir dans le sang de la guillotine et qui le considèrent comme des sortes de reliques. Il y aura des tombes qui seront honorées pendant très longtemps, fleuries, et d'ailleurs non sans risque de la part d'un certain nombre de Parisiens. Il y aura aussi une espèce de culte des images d'Épinal qui se répandront à la gloire des sergents de La Rochelle. De 1821 à 1823, il y a en France 9 conspirations et 9 échecs. Ces échecs sont souvent dus aux dissensions, mais aussi parfois aux trahisons. Si les complots foirent, si les arrestations sont si nombreuses, c'est parce qu'il y a des infiltrations, il y a des taupes dans les ventes. En réalité, la police n'est nullement impuissante, les trahisons sont extrêmement nombreuses, les informations ne manquent pas, et l'immense majorité des complots de Carbonari en Italie ou de Charbonnerie en France ont été dénoncés avant d'éclater. Mais alors, justement, pourquoi cette multiplication des trahisons, des défections? Est-ce parce qu'on recrute à tout va et qu'on a une pléthore de membres et qu'effectivement, à ce moment-là, on perd une forme d'élitisme et de sélectivité? D'abord, une police bien faite. Fouché est le modèle de tous les policiers de l'Europe et met au point une police politique d'une efficacité absolument considérable. Comment s'y prend-il ? C'est un peu les méthodes qui sont celles aujourd'hui des renseignements généraux, c'est-à-dire on approche des personnes qu'on sait vulnérables et dont on soupçonne qu'ils pourraient faire partie de ces sociétés, et par des moyens qui tiennent soit à l'appât du gain, soit au chantage, on les transforme en agents d'information. C'est une méthode classique, peut-on dire, et qui a perduré jusque-là, mais dont la police de Fouché ou la police de Metternich est l'inventeur. Car le second aspect, c'est, je dirais, l'international du renseignement monarchiste. À cette époque, il existe un grand pays monarchiste qui, en quelque sorte, capitalise l'ensemble des informations, c'est l'Empire d'Autriche, avec une police qui est une police internationale. Donc c'est l'ancêtre d'Interpol, en fait. En quelque sorte, et la police de Metternich est tout à fait bien faite. Celle de la Restauration n'a rien à lui envier. Decazes est un excellent ministre de la police, et puis rappelez-vous que l'un des meilleurs policiers de la Restauration s'appelle Vidocq. Je dirais que ces défections ne sont peut-être pas dues à la
pléthore de nombres. Le carbonarisme ne dépassera sans doute jamais en France 20 à 30 000 membres, ce n'est pas très considérable, mais je verrais plutôt sa vulnérabilité dans les milieux qui sont ceux privilégiés par le carbonarisme. De qui s'agit-il? Il s'agit des anciens officiers de l'Empire, milieu suspect a priori de l'autorité monarchique, que ce soit en Italie ou en France. En particulier en France, on a calculé qu'environ 40% des membres de la Charbonnerie étaient des demi-soldes, c'est-à-dire des anciens officiers de Napoléon qui ont quitté l'armée, mais qui se réunissent dans des cafés. Et quoi de plus facile que d'envoyer un informateur dans un café? Donc ils sont a priori suspects déjà par le régime. Voilà. Non seulement ils sont suspects, mais on les suit et on a sur eux des renseignements continuels, ce qu'on appelle le bonapartisme en France dans les années 1820, qui constitue l'une des forces politiques qui nourrit le carbonarisme, est parfaitement connu de la police, peut-être pas dans tous les détails, mais en tout cas dans une bonne partie de ses activités. Le second milieu qui sera important en France, c'est le milieu libéral, de la bourgeoisie libérale, et là encore, les préfets ont de nombreuses indications sur ce milieu. Troisième milieu, les étudiants. Particulièrement en France, ce milieu représente entre 10 et 15% des carbonaries. Or, ces étudiants sont repérés depuis longtemps par la police également, et
anciens officiers de Napoléon qui ont quitté l'armée, mais qui se réunissent dans des cafés. Et quoi de plus facile que d'envoyer un informateur dans un café? Donc ils sont a priori suspects déjà par le régime. Voilà. Non seulement ils sont suspects, mais on les suit et on a sur eux des renseignements continuels, ce qu'on appelle le bonapartisme en France dans les années 1820, qui constitue l'une des forces politiques qui nourrit le carbonarisme, est parfaitement connu de la police, peut-être pas dans tous les détails, mais en tout cas dans une bonne partie de ses activités. Le second milieu qui sera important en France, c'est le milieu libéral, de la bourgeoisie libérale, et là encore, les préfets ont de nombreuses indications sur ce milieu. Troisième milieu, les étudiants. Particulièrement en France, ce milieu représente entre 10 et 15% des carbonaries. Or, ces étudiants sont repérés depuis longtemps par la police également, et suivis, et connus, et pistés très souvent. Enfin, il y a des ramifications vers des personnalités politiques de premier plan. En France, l'homme clé, c'est Lafayette. Lafayette qui est l'espoir des carbonaries. Lafayette est un homme puissamment espionné et qui ne recèle guère de mystère pour la police. Finalement, quel était l'idéal de ces carbonaries au bout du compte? Le mot qui correspond le mieux à ce qu'il tente de faire, c'est peut-être le mot espagnol de pronunciamento, c'est-à-dire une sorte de révolution qui serait réalisée par le haut à la suite d'un coup de main militaire et qui permettrait de changer la donne politique. Et c'est à la fois l'honneur des carbonaries de tenter d'infléchir le cours politique et l'extrême faiblesse de leur position que de tenter de le faire par des moyens qui peuvent nous sembler extrêmement réduits et qui aboutissent dans des sociétés de type moderne le plus souvent à des échecs. Finalement, on connaît assez mal l'histoire des sociétés secrètes en France de 1823 à 1830. Il a probablement existé d'autres groupes secrets durant cette période, et surtout après. Mais ça, c'est une autre histoire. Une société secrète du 19e siècle, les Carbonaries, avec les voix de Patrice Mélènec, Hervé Furic et Mathieu Dahan, et la participation de Michel Boutry, professeur d'histoire contemporaine à Paris 1 et directeur d'études à l'École des Hautes Études, Gilles Pécou, professeur d'histoire contemporaine à l'École normale supérieure, directeur d'études à l'École des Hautes Études. Reportage Marie-Louise Beau. Documentation La charbonnerie française de Pierre-Arnaud Lambert aux presses universitaires de Lyon. Ils étaient 4 sergents de La Rochelle de Bernard Morazin aux éditions Jean-Michel Bordesoul. Les maîtres sonneurs de Georges Sand aux éditions d'Aujourd'hui et Naissance de l'Italie contemporaine de Gilles Pécou aux éditions Armand Collin. Mixage Guy Senot et Régis Nicolas. Réalisation Emmanuel Geoffroy.